Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Aujourd'hui, nouveau podcast avec Jérôme. Alors Jérôme, notre rencontre et notre échange sur ce podcast est un petit peu original, un petit peu inattendu, mais comme je n'arrête pas de le dire, ce podcast il est ouvert à tous et tu es le bienvenu sur ce podcast. Comment vas-tu ? Très bien, merci déjà de m'inviter sur ton podcast et partager nos expériences et mon expérience du coup. Eh ben écoute, avec grand plaisir encore une fois. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors, moi, de mon vrai prénom, c'est Jérôme, et Jérôme Véry, et sur les réseaux, on me trouve sous le nom de Doliprane. Je suis un papa et un beau papa d'une quarantaine d'années, on va dire, bientôt la quarantaine, et je suis sportif de naissance, on va dire. Donc voilà, j'habite en Touraine. Comme métier, je travaille en pharmacie en fait. Je suis préparateur en pharmacie et mon domaine de prédilection, tout ce qui est attrait au naturel et à la nature, homéopathie, aromathérapie et phytothérapie. Ok, voilà, super. Voilà, petite présentation simple. Ouais, ça fait déjà pas mal de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Alors, Oui. la question de se présenter, elle est pas anodine, hein. J'aime bien la poser parce que souvent, les gens commencent par quelque chose et toi, tu as dit sur les réseaux, on me connaît sous le nom de Doliprane. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Alors, je me fais rire à chaque fois quand je le dis, mais en fait, ça vient du sport et de mon travail. Je suis karatéka de naissance, entre guillemets, si je puis dire. Et puis, on avait tous des surnoms dans le club de ma ville d'origine. Et un jour, il y en a un qui m'a appelé Doliprane. Et c'est resté puisque j'adore prendre des coups, entre guillemets, et en donner. En tout bien, tout honneur, et sur un carré tatami ou dans une cage de MMA, ça, voilà, en dehors, je suis non violent. Et du coup, pour se soigner, souvent, on prend du Doliprane. Et comme c'est mon métier, c'est resté. Et puis, sur les réseaux, comme je ne voulais ni afficher mon nom et mon prénom, pour des raisons personnelles et professionnelles, j'ai pris Doliprane et puis c'est resté et ça amuse les gens aussi. Donc voilà. Voilà pourquoi. C'est marrant parce que quand j'ai vu ton nom effectivement sur les réseaux et puis ce qui a provoqué notre échange, j'ai pas du tout pensé aux médicaments. Bah oui. Oui. Non mais après ça aurait pu être comme pour beaucoup. J'ai un exemple en tête. Par exemple, casquette verte. Ça me fait délirer ce genre de blase en fait. Mais du coup, j'ai trouvé ça drôle quand on me l'a dit. Et puis c'est vraiment resté en fait. Et j'ai même dans la vie de tous les jours. Alors à part les surnoms. Ma femme ne m'appellera jamais Doliprane, mais c'est souvent qu'on me dit comme ça, et quand on m'appelle par mon vrai prénom, ça m'interpelle encore plus que le pseudo, quoi. Trop bien. Ouais. J'ai eu un surnom comme ça aussi, il fut un temps quand j'étais au lycée, on m'appelait Patamou. Ouais. Oui. Maintenant on m'appelle la Planète Trail, mais c'est un peu bizarre. Oui, c'est sûr, c'est autre chose. Après, j'en ai eu d'autres, hein, des surnoms étant jeune. Hein. Mais bon, après, mon nom de famille, Very, je te laisse associer tous les trucs que tu peux faire. Very good, very bad, very ce qu'on veut. Hein. Ah, bah oui. Je les ai eu tous, hein, donc... Ouais, j'imagine que t'as dû les subir. Et puis, à chaque fois qu'on te le fait, celui qui te le fait, il a l'impression d'être le premier à te le faire. C'est ça.
Exactement ça. C'est exactement ça. La classique. Mm. Ok, tu nous as parlé de karaté. Alors karaté, c'est un sport que j'ai fait aussi, tu vois, c'est marrant. Ouais. Bon, j'en ai fait 2 ans, je crois. Et au final, je passais plus de temps à faire le con qu'à réellement m'entraîner. Et je passais plus de temps dans le vestiaire à jouer au foot avec les paires de chaussures des copains que réellement à m'entraîner. Donc j'ai vite Et il y a arrêté. beaucoup, ouais, il y en a beaucoup, c'est comme ça, et je t'avouerai que beaucoup, quand on commence, n'importe quel âge, enfin, n'importe quel âge, sauf l'âge de maturité, enfin, quand on est adulte, en fait, quand on est enfant et ado, on commence tous un peu comme ça. J'ai eu la même période, mais j'ai vite pris le pli et un peu la philosophie des arts martiaux très jeune, en fait, pour me canaliser, donc ça a canalisé mon énergie un peu débordante, on va dire. Mais Et c'est quelque chose qui est pas évident quand on est gamin, parce que quand on va s'inscrire à un art martial, on a tout de suite l'impression qu'on va pouvoir aller casser des briques comme Bruce Lee. Ah bah on a cette Et impression-là, mais voilà. quand on se fait reprendre assez rapidement par le prof, ou alors quand il dit bon bah d'accord, oui, tu veux casser des briques, bah déjà essaye de toucher ma jambe avec ta jambe, ok? Et quand tu fais aïe, bah tu t'arrêtes et t'apprends quoi. Hmm. C'est un peu laborieux, mais après, si on y réfléchit bien, c'est un petit peu pareil dans tous les sports. Oui, c'est quand on veut aller trop vite, on peut vite se faire reprendre, et en ça je dirais jamais assez merci à mon premier maître en karaté qui a su dire les bonnes choses au bon moment, et puis bah du coup après tu prends le bon chemin, enfin le bon chemin sportif. J'ai pris pour moi le bon chemin, et du coup bah je suis là où je suis aujourd'hui quoi. Et alors, qu'est-ce que c'était ce bon chemin et quels ont été ces mots, si tu t'en souviens? Bah quand j'ai commencé à 6 ans, toujours dans ma ville d'origine. Et et puis bah j'ai découvert comme tous les autres, hein, on fait les mouvements, on croit savoir tout faire, on croit savoir faire la bagarre, comme on dit entre guillemets, on croit être le meilleur, etc. Et puis le prof nous remet vite en place, et on voit qu'on, si je puis me permettre, sans faire offense à l'auditoire, on en chie rapidement en fait. Et bah du coup c'est soit on subit, soit on apprend à ne plus le subir. Et je me souviens juste qu'il m'a dit un jour, euh, si tu veux continuer à faire le zouave, bah fais le zouave. Enfin ça, il le disait à quasiment tout le monde. Et puis si tu veux apprendre, bah écoute-moi. Et puis bah j'ai commencé à écouter, et j'ai vu des résultats assez rapidement quand j'étais jeune. Et enfin si je peux dire résultats entre guillemets. Et puis bah je me suis dit ah ouais en fait. Bah mon maître il me dit pas que des bêtises, et en fait j'ai beaucoup peut-être pour combler un manque, j'ai beaucoup écouté cette personne et appris du coup, et je suis devenu le karatéka avec les objectifs que j'avais, que je suis aujourd'hui en fait. Est-ce que tu crois que quand on s'investit dans un sport, c'est toujours pour... tu vois, quand la course à pied, on dit tu cours après quelque chose ou tu fuis quelque chose. Là, tu viens de parler de combler un manque. Est-ce que tu crois que quand on pratique une activité sportive, c'est toujours pour ces raisons? Oui, tout, pour moi oui. Soit par exemple pour le côté apprendre et autorité, ou relation enfant-adulte, avec un, par exemple moi, un éventuel manque au niveau de mes parents, même si j'ai jamais manqué de rien, mais niveau sentimental je parle, ou un manque physique, parce que moi je m'arrête de faire n'importe quel sport, que ce soit loisir ou un peu plus poussé dans mes domaines à moi, pendant une semaine, 15 jours, bah, ma femme va me dire bah, quand est-ce que tu retournes faire un peu de sport quoi. Il est temps que tu y ailles. T'es chiant. Oui, oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est ça, oui, 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 tout à fait. Est-ce que tu veux rentrer dans le détail de ce manque ou pas? Je te pose la question, t'es pas obligé, mais c'est juste pour que les auditeurs, peut-être que certains s'identifieront dans la description que tu feras.
Ah bah oui, après on va éviter la chialite, hein, comme je dis, mais oui, je peux éventuellement rentrer dans le détail. On va dire que je suis l'aîné de 3 enfants et j'ai manqué de rien. J'ai toujours eu ce que j'avais besoin, ça, il n'y a pas de problème. Mais relation père-fils, euh, j'ai je sais pas, j'ai pas entendu je t'aime de la part de mon père un jour où je suis fier de toi ou quoi que ce soit. Même c'était aussi conflictuel avec ma mère, mais il y avait quand même un peu de dialogue, même si c'était houleux. J'ai jamais manqué de rien, mais je me suis toujours senti à part, au sein de ma propre famille. Et ne serait-ce que juste par rapport à mon père, je fais pas ça pour ça, mais j'aurais aimé connaître autre chose d'une relation père-fils. Ce que je me suis attaché à faire avec mon fils pour, même si là ça s'améliore, pour le même résultat en fait. J'ai fait tout l'inverse de ce que mon père a fait, au niveau relationnel, au niveau des mots, etc. Et j'ai quand même une relation difficile avec mon fils. Mais moi, ce manque-là, c'est ça, c'est me sentir à part au sein de ma propre famille, ne pas avoir... Après, j'ai rien à cacher, donc il n'y a pas de souci, mais par exemple, une fois, ma mère m'a dit clairement, euh, je ferai pas les mêmes erreurs avec toi qu'avec ton frère et ta sœur. Alors oui, je suis le premier, oui, avec un premier on apprend, mais t'évites de dire ça à ton enfant de 12 ans. Et j'aime ma mère, hein, ça, il n'y a pas de problème. J'aime mes parents, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce manque-là a fait que bah, j'ai eu besoin, et puis peut-être la colère d'un enfant aidant rapport à ça m'a fait aller, grâce à ma mère aussi quand même, hein, l'un ne va pas sans l'autre, m'a fait elle m'a mis au karaté, et voilà quoi, ça m'a donné un chemin de vie philosophique si je puis dire, et un bien-être quand je vais faire du sport en général maintenant du coup. Alors justement, tu parles de ta relation avec ton fils. Comment on fait pour ne pas reproduire le même schéma que ce que l'on a vécu soi-même? Bah, dans un premier temps, on pense qu'on fait tout l'opposé. Euh, et puis, bah moi, je passais par le dialogue, par les mots, par lui dire, peut-être dans l'extrême, être trop protecteur, trop dans l'anticipation de moindres faits et gestes, peut-être trop de je t'aime, peut-être trop de ci, trop de ça, peut-être dans le trop, parce que quand je fais quelque chose, en général, je le fais à fond. Et du coup, bah, mais dans mon cas, pour avoir jusqu'à présent le même résultat que ce que mon père avait fait. Donc je me dis, il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement. Et puis bah, j'ai repris les choses différemment, mais en séparant vraiment moi, la relation de mon père et moi, et de moi à mon fils en fait. Et c'est quoi ces résultats? Les résultats avec mon fils, Ouais. bah là à l'heure actuelle, pour que notre relation soit plus pérenne, au lieu qu'il soit moitié-moitié chez moi et chez sa maman, il est un peu plus chez sa maman pour son confort de vie en fait. J'ai accepté moi pour lui, à sa demande et pour notre relation, de l'avoir moins, même si c'est quand même dur et plus simple entre guillemets à la fois en étant honnête. Ça a amélioré notre relation du coup. On a peut-être moins de moments, mais de meilleure qualité. Hmm. Et je m'énerve moins, je suis moins au quart de tour. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que le sport t'a aidé je vais pas dire à combattre, mais à appréhender, avoir cette patience. Oui. Alors de base, je suis pas forcément toujours patient quand ça me touche vraiment profondément. Mais oui, le sport m'a appris à être patient, mais m'aide aussi par rapport à mon fils, par exemple, à lui montrer un chemin de vie. Là, jusqu'à dimanche dernier, c'était dimanche, oui, je sais plus. Jusqu'à la sortie qu'on a fait la dernière fois, il était réfractaire à tout effort sportif avec moi. C'était carrément non, je veux pas. Et là, il m'a suivi en vélo. J'ai fait 17 bornes en courant et lui, il m'a suivi en vélo sans problème. On parlait pas toujours, mais je trouve qu'il a apprécié et il a fait l'effort de faire l'effort. Il a quel âge? Je sais plus si tu nous l'as dit. Non, il a eu 12 ans il y a quelques jours. Hmm.
C'est pas simple, hein, cette période Non, de surtout, l'adolescence, tout quand à fait. surtout en plus quand t'es séparé. C'est ça. Hmm. Et c'est quelque chose qui revient souvent sur le podcast, les échanges comme ça avec les enfants et les bénéfices que le sport peut apporter. Et ça, c'est l'une des missions de ce podcast, justement, diffuser ce message que le sport est tellement important pour la Ah oui, santé, l'équilibre. que Euh, qu'il soit physique ou émotionnel. bien sûr. Mm, Mm. tout à fait. Ok. Bon, bah, on a fait une belle introduction là déjà dans le podcast et dans tout ce que j'avais envie d'aborder avec toi. En plus, ça tombe bien parce qu'on est dans le mois sans tabac au moment où on enregistre. On est sur le 4 novembre, là, la date où on enregistre. Mm. Et tu m'as parlé que tu étais fumeur pendant quelques temps. Pendant quelques... Enfin, même longtemps. Et un paquet par jour. Oui. Comment est-ce que tu t'y es pris pour arrêter? Ah, c'est pas pour quelqu'un qui travaille en pharmacie, c'est pas forcément une méthode conventionnelle. Mais oui, je fumais un paquet par jour, voire plus en week-end. Et Il y a des oncologues qui fument, hein, donc oui, hein. oui, oui. Non, mais là-dessus, voilà, on va pas se mentir. Mais la méthode en elle-même, c'est de tout à rien. Bon, ça faisait pas non plus longtemps que si, ça faisait un petit peu, bon, que j'étais séparé de la maman, etc. Enfin bref, c'est pas l'important. Et puis quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, c'était et c'est même pas fait exprès. C'était vers octobre-novembre 2017. Je me suis dit, t'arrêtes de fumer. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais qui te donnait du plaisir entre guillemets. Et ben pour compenser, tu vas faire quelque chose que tu détestes. Je suis très contradictoire avec moi-même. Et donc, j'ai testé, je me suis dit, je vais essayer la course à pied. Et la course à pied, c'était pour moi antinomique avec moi-même, tant physiquement que mentalement. Physiquement, alors les gens vont peut-être rigoler, mais même moi, maintenant, ça me fait sourire. Je faisais comme une allergie à la course à pied. C'est-à-dire que je pouvais pas courir plus de 5 minutes. Et j'avais des plaques rouges partout sur le corps. Mais partout, partout, partout. Et ça me démangeait au point de m'arracher la peau. Et pour dire que la course à pied était antinomique avec moi, j'avais un ami qui me disait, de toute façon, toi, ton record sur 10 km, c'est 500 mètres. Ça voulait tout dire. Ah, il me l'a dit des années après. Hein. Et du coup, j'ai commencé par faire 1 kilomètre, 2 kilomètres, et en voulant me démanger, en ne supportant plus mes vêtements. Et puis, à un moment donné, ça a fait un déclic. Je peux pas expliquer quoi. Au bout de la 4e sortie, j'avais plus rien. J'avais forcé les premières, mais j'avais plus rien du tout. Bon, j'ai commencé à allonger, etc., avec des objectifs de faire 10 km l'année d'après. Sauf que les 10 km, je les faisais un mois après, quoi. Et puis, les progressions en course à pied, quand on commence, ça va très vite, en fait, au départ. Voilà comment j'ai arrêté de fumer, en gros. De tout à rien, grâce à la course à pied. Et au sport. Donc tu as compensé le tabac par cette pratique de la course à pied. C'est hyper étonnant, cette volonté et ce déclic de se dire je vais faire quelque chose que j'aime pas du tout parce que ça paraît complètement contre-intuitif. Tu te dis je vais remplacer cette habitude, cette addiction par quelque chose d'autre qui me fait plaisir aussi, qui est bon pour mon corps mais qui me fait plaisir. Si tu compenses par la bouffe, ouais, c'est pour ça qu'il y a ça aussi. Il y a ça plein aussi. qui grossissent, hein, mais... Oui, il y a ça aussi, mais j'ai la chance de pas avoir d'impact physique côté bouffe. Et j'avais jamais encore entendu quelqu'un qui partageait de se dire je vais compenser par quelque chose que j'aime pas du tout. Oui. Après, ça t'est venu cette idée? C'est venu comme ça en fait. C'est tout moi. Je cherchais quelque chose que j'appréciais pas forcément parce que je me suis dit je me fais du bien dans la tête avec la cigarette, mais c'est mauvais pour la santé. Je vais me faire du bien pour ma santé en faisant un sport, mais que psychologiquement j'aime pas. L'inverse en fait de la cigarette. Et puis vu que c'était dans une période compliquée pour moi et avec le petit, etc., je me suis dit aussi,
et pourquoi pas, pour l'avenir, lui montrer que on peut, à force de travail, arriver dans un domaine où on ne connaît pas, où on n'aime pas forcément à la base, et finir par apprécier et développer peut-être des capacités, ou même si ce ne sont pas des capacités, un fond de vie, entre guillemets, qui permet d'accéder à un développement personnel, en fait. Alors, tu as toujours été sportif, tu le dis, hein, depuis tes 6 ans, karaté. Tu m'as partagé aussi que tu avais fait plein de sports différents, badminton, tennis, VTT. Donc forcément, quand on a un passé de sportif, la progression en course à pied va un petit peu plus vite que si on commence vraiment, on part de rien. Oui. Tu as arrêté le tabac en 2017, donc il y a 5 ans. Oui. Comment s'est passée cette progression? Au niveau de la course à pied? Oui. C'était assez pour moi à mon petit niveau spectaculaire, dans le sens où pour moi j'avais l'objectif de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 10 km de Tours, là où je suis, l'année suivante. Et sauf que je les avais fait au bout d'un mois avec un chrono d'entraînement qui pour moi était bien en deçà de ce que j'aurais visé l'année d'après. Et comme quand je fais un sport, quand je m'engage dans un sport, pas le faisant juste loisir, quand je m'engage dans un sport, je le fais à fond et que je veux tout tester et tout essayer, et j'ai vu que je progressais assez rapidement sur 10 km. Du coup, au lieu de faire les 10 km l'année d'après, j'ai fait un semi-marathon qui s'est très bien passé. Et puis, j'ai eu la chance d'être pris par entre guillemets, un équipementier qui fait de l'électrostimulation pour faire le marathon de Paris. Et au bout d'un an et demi à peine, j'ai fait le marathon de Paris dans des conditions idéales, et j'ai vu que j'ai passé mon premier marathon, et j'ai dit je veux continuer, et je veux encore plus. Alors je procède toujours étape par étape, hein. J'aurais pu faire le marathon au bout de 3 mois, hein, sans problème, mais je veux progresser correctement, en fait. De mon point de vue à moi. Je pourrais faire des choses bien plus déjà par rapport à ce que je fais, mais j'y vais étape par étape, que ce soit dans la course à pied bitume, ou dans le trail, ou dans le bar-foot. Je veux y aller étape par étape, en fait. Alors on en reviendra, enfin on en reparlera de ce sujet du barefoot, ça m'intéresse aussi, mais il y a quelque chose que j'identifie dans ton parcours et dans tout ce que tu dis depuis le début, c'est que ta façon de progresser et d'avancer est toujours liée avec la fixation d'un objectif, Oui. qui soit court ou long terme. Tu vois, tu me parlais de karaté, ton objectif c'était d'être ceinture noire et d'aller au championnat de France. Ouais. Tu vois, quand tu as 6 ans, ça c'est un objectif qui doit être lunaire. Oui. Mais tu vois, tu restes quand même avec des objectifs qui étaient plutôt atteignables à court terme. Tu vois, tu nous partages là la course à pied, objectif faire 10 km et le marathon l'année prochaine. Qu'est-ce qui, tu vois, tu as travaillé ça comment? Je fonctionne toujours comme ça, en fait. Peut-être même dans le travail, mais c'est un autre sujet. En fait, quand je fais quelque chose et que je le fais à fond, que ce soit de faire toutes les disciplines d'un sport, ou tous les aspects de discipline d'un sport, je me donne toujours des objectifs, parce que ça me permet d'avancer. Que ça soit un objectif court terme ou un objectif long terme. Alors, on sait très bien que des fois, les objectifs à long ou très long terme peuvent être changés pour diverses raisons. Mais je vise toujours plus loin, en fait. Et un autre de mes surnoms, je fourche, c'est Monsieur Toujours Plus. Donc forcément, que si je fais un marathon, je vais vouloir sur route faire plus. Si je fais un trail à 40, le prochain, je vais vouloir faire le double. Et puis si je fais un bar-foot à 10, je vais vouloir faire 20. Et puis si je fais un rebitume après les 100 km de Millau, je vais vouloir faire un 24 heures. Enfin, toujours, même si c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, j'ai des objectifs de course qui soient officiels ou pas. Et j'ai même une idée qui m'est traversée, mais je pense qu'un jour je le ferai. C'est plutôt un road d'aventure, c'est relier Tours, là où j'habite, à
à ma nièce qui est en Charente-Maritime et à mon autre nièce qui est à Avignon, le tout en course à pied et en autonomie quasi totale. Mmh. Et Bah, écoute, ça, c'est un objectif à long terme, mais c'est un objectif que je m'étais dit pour mes 40 ans, mais je pense que je pourrais pas le faire, donc je le ferai, mais quand, je sais pas. Mais ça, si je l'ai dit que je le ferai un jour. Que ce soit à 40, 50, 60 ans, ou plus. bah, tu viendras nous raconter ça dans 20 ans sur le podcast, comment ça s'est passé. Ah, je serais très honoré. Pourquoi toujours plus et pas toujours mieux? Ah, si, bah j'aurais pu dire toujours plus et mieux parce que comme j'ai un manque de confiance en moi, le paramètre mieux, je peux pas le quantifier. Et comme c'est un sujet que je ne maîtrise pas, enfin le mieux, si, dans certains aspects, ça c'est plus pour le court terme, mais toujours plus et toujours mieux, c'est sûr. Tu vois, Mais par exemple, ceux qui font de la piste, leur objectif, c'est de faire un meilleur temps sur la distance qu'ils ont, leur distance phare, quoi. Je sais pas ah si oui, un coureur de semi font, tu vas vouloir améliorer tes temps. Toi, ton objectif, c'est d'aller allonger les distances. Est-ce que tu as identifié pourquoi? bah parce qu'à l'heure actuelle, après je suis pas vieux non plus, mais je sens que j'ai besoin plus d'efforts longs, voire très longs. Mais je dis pas que je repasserai pas sur 10 pour améliorer, sur 5 pour améliorer. C'est que juste que j'ai pas été au bout des distances pour moi. Par exemple, je suis pour l'instant à 100 km sur route. J'aimerais bien faire un 24 heures, par exemple. En trail, j'ai fait 46 au Ventoux. J'aimerais bien aller au max de la distance. Mais il y a toujours plus, hein, si on veut. Mais j'aimerais bien aller au moins à l'ultra à un 160 en trail avant de me dire je repasse sur 46 en trail pour améliorer un chrono, ou j'aimerais bien aller sur un 24 heures avant de me dire bah tiens je repasse sur 10 km pour améliorer le chrono. Est-ce que tu penses que cette recherche de tes limites est liée avec ce manque affectif que tu as eu étant enfant? Ah probablement oui. Après parce que je suis quelqu'un qui aime bien les défis, quels qu'ils soient, donc oui probablement. Ça m'intéresse cette question parce que je suis aussi dans cette recherche de pourquoi en fait est-ce que mon délire c'est d'augmenter les distances. Je suis dans le même principe que toi, hein. Ouais. J'ai toujours envie d'aller chercher plus et jusqu'à il y a peu de temps, la recherche du chrono et de la performance n'était pas du tout importante pour moi. C'est en train de changer d'ailleurs, mais c'est intéressant de savoir. Après, il y a aussi ce côté, le côté social, tu vois, c'est plus valorisant pour l'ego de dire tu as fait l'UTMB que de dire tu as fini premier au trail de 40 km de Saint-Quentin en Mauges, quoi, tu vois. Oui. Même si le gars qui finit premier d'un 40 bandes, c'est un monstre, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, ça serait plus pas le chemin inverse, enfin, si, c'est ça, jusqu'à il y a peu, enfin, avant de passer sur l'objectif de faire Millau, etc. Pour moi, marathon, c'était pas la limite. Et puis, je voulais juste exploser mes records sur marathon, etc. Jusqu'à il y a 1 ou 2 ans avant Covid, en gros, je voulais juste la performance, le chrono. Et après, bah du coup, Covid, etc., ont fait que j'ai pensé à la distance. Et ayant repris les sports de combat, comme je t'avais dit que la course à pied avait pris une grosse part dans ma vie de sportif, j'ai fait, j'ai presque enlevé le karaté et les sports de combat. Et comme je les ai repris depuis 1 an ou 2, bah l'équilibre sport de combat et longue distance ou effort long me convient en ce moment, donc je cherche pas plus que ça. Puis il y a toujours meilleur que soi, donc le but c'est de se battre soi-même, mais pour l'instant j'ai pas cet objectif chrono. Du moins là c'est ce que je dis là, mais demain je pourrais te dire je vais essayer de me mettre une cartouche sur 10 km par exemple. Alors justement, on en parlait juste avant, le barefoot, une pratique, allez, extrême du minimalisme pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de courir pieds nus. Ouais.
anglais, Barefoot. Voilà, Ouais. comment ça t'est venu cette idée assez saugrenue de martyriser tes pieds comme ça? Parce que je suis un fou de base. Et parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ou peut-être même plusieurs fois, parce que j'ai tendance à me répéter des fois, c'est que quand je fais une discipline, j'essaye de tout tester. Et le barfoot, j'ai vraiment pris goût parce que c'est vraiment une autre chose. C'est une autre façon de faire. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment à part dans la course à pied. Je l'ai découvert par une connaissance sur les réseaux sociaux qui a qui a fait ça, et puis je me suis dit, oh bah tiens, j'essaierai bien, etc. Et mais du coup c'est un autre monde parce qu'on regarde pas trop, on regarde d'où l'expression, on regarde pas plus loin que le bout de son pied. On fait juste attention où on marche parce que bien sûr les sentiers sont pas forcément faits exprès, ni les routes. Et puis couplé au sport de combat, je me dis ça me fait les pieds, quoi, si je puis dire. Et alors, quels sont tes apprentissages justement sur cette transition? Quelles ont été peut-être De tes chaussures, erreurs? de chaussures à barfoot, bah peut-être Ouais. de passer encore une fois de tout à rien et de pas appréhender les distances, parce que souvent dans les échanges avec les barfooteurs, on voyait au bout de 6 mois, un an, apprendre à faire 4, 5 kilomètres vraiment sans chaussures sur une sortie où on part avec chaussures, on l'enlève à un moment donné, on les remet après, etc. Les erreurs, bah c'est faut faire les pieds, donc les ampoules, les grosses ampoules de sang en voûte plantaire, etc. Alors après, au moins les pieds sont faits, hein, tu me diras. Mais c'est souvent ça les erreurs, et peut-être mon erreur. Et quand je m'y remettrai un peu plus sérieusement, c'est d'avoir fait bah, le côté toujours plus, qui est pas forcément toujours positif. C'est d'avoir fait un, mais je suis content aussi, c'est d'avoir fait un 18 km au bout de 4 mois de barfoot et sur bitume total. Et comment sont ressortis tes pieds de cette expérience? Bah j'avais plus mal dans les gambettes de la sortie longue que dans les pieds, et mes pieds avaient été faits un peu avant, quoi. J'avais plus la grosse ampoule, j'avais plus tout ça, mais j'avais juste un peu les pieds chauffés, on va dire. Alors, on pense ouais, aux pieds, mais effectivement, il y a tout ce qui va au-dessus, tout ce qui est tendineux, la modification de sa foulée qui a d'autres impacts C'est au ça. niveau du genou, de la hanche, au niveau musculaire. Enfin bref, il y a toute une adaptation Ouais, qui est importante à prendre en compte. c'est ça. Et toi, en 4 mois, parce que ça me paraît très très peu en fait, Ouais, tu as réussi à faire ça. oui. Parce que je me sentais bien et je l'ai pas fait comme ça sur un coup de tête, hein. J'avais plusieurs sorties entre guillemets à mon actif, mais j'emmenais jamais les chaussures. Donc au moins je me suis dit, tu vas dans le sens aller et tu fais peu importe la distance, au pire tu rentres à pieds nus. Parce que moi mon kiff c'est d'être pieds nus. Même quand on marche pour se balader, j'aime bien être pieds nus. Après, je Je pense il y a aussi un. J'aime bien faire des liens entre les choses. Le fait de faire un sport de combat, par essence, t'es pieds nus, enfin ouais, souvent, j'imagine. Bon, il y en a oui, oui. peut-être où t'as des chaussures, mais euh, ça a dû t'aider, ça, musculairement, je pense. Ah bah oui oui, et puis même au niveau des pieds, les pieds avec les tatamis, les brûlures des pieds qui frottent, etc. Les pieds étaient déjà un peu faits, je les ai finis on va dire, mais oui oui, niveau musculaire, les sports de combat aident, surtout au niveau des cuisses, et encore pas pour tout, mais ça aide. Pour moi c'est complémentaire, et du fait pardon, que je me sente bien dans l'équilibre entre combat et course à pied. Si tu devais en choisir un. Là, je peux pas. Je peux pas, je me suis mis au MMA pour apprendre plusieurs disciplines, donc je peux pas en choisir qu'un. Alors, le MMA, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Est-ce que tu peux le détailler? Oui, c'est Mix Martial Art. C'est pour l'image, c'est le combat qu'on voit dans les cages, à l'UFC et toutes les autres organisations. On y apprend dans le club où je pratique en Touraine, au MMA Fight Club Gym, on y apprend
toutes les disciplines qu'on peut apprendre. On a du jiu-jitsu brésilien au MMA pur, puisque c'est un mélange de tout, la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, la lutte, le grappling, et aussi la préparation physique et le renforcement musculaire. Donc c'est un mix de tout, et en tant que combattant qui vient du haut, j'allais dire, c'est-à-dire combattre debout, bah, j'avais envie d'apprendre des disciplines où on combat en bas, en fait, au sol. Et pourquoi ne pas faire plusieurs disciplines d'un coup, sachant que dans un même club et dans un même endroit, on peut apprendre tout ça. Et puis un rêve secret dans la tête, je m'étais dit que peut-être qu'un jour, même vieux briscard, j'aurais la chance de faire un combat dans la cage. Ça, c'est pas accessible à tout le monde? Non, c'est pas forcément. Bah si, on peut dans le club. Je vais dans mon club, je me mets dans la cage, je combats et je fais un combat en cage. Mais un vrai combat organisation, que ce soit UFC ou une organisation un peu plus, j'allais dire modeste, parce que toutes les organisations méritent d'exister. Mais comme pour un tournoi de karaté, en fait, comme pour un championnat de karaté. Mais en fait, il suffit de s'inscrire pour pouvoir y aller. Pour pouvoir faire la compétition, non. Après, chaque club est différent, mais dans le nôtre, il faut déjà faire ses preuves dans le club, et les coachs décident de si tu mérites et si tu es capable d'aller combattre en cage, parce que c'est un impact encore plus important. Prendre un KO en cage, c'est 3 à 6 mois de non-combat derrière. Parce que ça a un impact physique et physiologique assez important quand on n'en sort pas spécialement vainqueur. Et on le voit tous les jours à l'entraînement. Quand on se la donne un petit peu, c'est quand même vite usant. Donc non, c'est pas forcément accessible à tout le monde, et heureusement. Mais même moi, c'est juste un rêve et un but pour me faire progresser. J'ai 40 ans, je m'appelle pas Cyril Gane, je suis pas Francis Ngannou, et j'irai jamais à l'UFC, mais ne serait-ce qu'avoir la chance de même un tournoi régional ou départemental de MMA, bah pour moi ça serait satisfaisant. Et même ça, c'est pas accessible à tout le monde, parce que tu peux t'inscrire dans un club et ils vont pas t'envoyer au casse-pipe. Enfin, sinon c'est pas un bon club pour moi. C'est hyper intéressant ce sujet de la sélection, un petit peu par la reconnaissance de ses pairs. Je fais un parallèle sur... je fais beaucoup de parallèles, j'aime beaucoup ça, les parallèles. Le MMA, ce serait un petit peu l'ultra trail, tu vois, dans la discipline. C'est le truc le plus long, le plus dur, le truc avec le plus de dénivelé, le chemin technique, où tu peux te casser la gueule le plus facilement. Bah c'est ça. Bah après voilà. ça pourrait être, excuse-moi, ça pourrait être un ultra trail où tu fais sur 160 km, t'en fais 100 en trail, t'en fais 60, non, t'en fais 40 sur bitume, et t'en fais 20 en barfoot. Voilà, tu vois, c'est typiquement, tu vois, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Et finalement, ce serait comme si pour s'inscrire à un ultra trail, il faudrait que tes coachs te disent oui, tu peux y aller. Oui, pour moi, oui, c'est ça. Même si j'ai envie d'y aller, si demain ils me disent bon bah vas-y, je leur poserai quand même, c'est que je mérite d'y aller, et je leur poserai la question, vous êtes sûr que je peux y aller et que j'en suis capable? S'ils me disent oui, après j'y vais à fond, comme je fais d'habitude. C'est hyper intéressant, parce que ça passerait mais tellement pas en trail. Tu vois, les gens crieraient au scandale de dire quoi, je suis pas libre d'aller sur les sentiers, comment ça, pourquoi vous refusez mon inscription, je suis sûr que je peux y arriver. Tu vois. Ah bah, et je t'avouerai que si on me dit bah non, tu peux pas t'inscrire, j'ai regardé l'autre jour, mais je trouve ça logique finalement. Lyon, Saint-Élion, tu peux pas t'inscrire comme ça. Faut déjà soit avoir fait une course, soit la Saint-Élion tout court, soit avoir fait une course niveau 4 montagne dans les autres courses. Ça pour moi c'est très correct, parce que ça sert à rien que l'organisation, bah pour eux c'est bénéf, hein, ça sert à rien qu'ils prennent de l'argent, parce que ça a un coût les courses, à quelqu'un qui ferait 10 km par exemple, et ça prend une place à quelqu'un d'autre qui en est plus capable, sans minimiser la capacité de chacun. C'est juste que bah il y a des faits, c'est soit on te juge capable, soit tu sais que tu es capable, mais tu peux le prouver. Et quand tu peux pas le prouver, bah faut qu'on te donne la permission, et si on te la donne pas, bah faut accepter de travailler encore plus pour pouvoir peut-être un jour le faire. Des fois, c'est le chemin qui compte et pas l'arrivée. Hein. Bien sûr.
Je suis totalement aligné avec ça et c'est quelque chose que je trouve que dans l'ultra, on ne fait pas assez encore, tu vois? Je serais un peu même plus extrémiste, dans le nivellement par le haut et Mm. de, Ouais, je comprends. tu vois? Ouais, ouais. Tu vois, on peut rentrer et mettre les pieds dans le plat, mais je trouve que, par exemple, la diagonale des fous, 66 heures pour terminer, c'est beaucoup trop. Ah, Heu, ouais, je sais pas combien de temps ça met en moyenne. J'ai regardé, mais si c'est comme pour le Mio, moi j'ai mis, enfin, toute relativité, hein, c'était mon premier, etc. J'ai mis 15 heures. Je me dis que, ouais, 20, il y a beaucoup de dénivelé. Ouais, je dirais 30, 36, 36, 40. Je sais pas. Moi, je dirais 36, 40, mais c'est peut-être déjà énorme, ça. enfin bref, ce serait un vrai sujet ça à développer, et puis, Ah bah oui, oui, je surtout pense. que maintenant j'ai pris la casquette en plus d'organisateur, tous ces sujets-là, de barrières horaires, enfin Ah bon, oui. voilà, ça me parle encore plus. Mm. Hem, OK, est-ce que tu as envie de développer ou détailler ou de parler de choses dont on n'a pas encore parlé sur le MMA et tout ce que ça t'apporte? Sur le MMA, bah moi c'est mon équilibre. J'ai dit au début, je suis karatéka de naissance et non pas que je voulais pas reprendre le karaté, parce que avec une licence de MMA, on peut avoir accès à certaines compétitions. Et puis je peux pas m'entraîner dans 50 endroits à la fois. Et bah moi c'est mon équilibre en fait. J'ai trouvé mon équilibre entre le combat et la course à pied. Donc je, je- pour ceux qui veulent découvrir des arts martiaux, qui veulent en faire plusieurs à la fois, un club de MMA, pour moi, c'est pas le mieux, mais presque. Après, tout le monde peut avoir une structure qui se dit MMA, mais où on peut développer plusieurs arts martiaux en même temps, c'est pas toujours évident. Et moi, c'est la recherche d'apprendre plein de choses, d'apprendre des disciplines, etc., qui me manquait et que j'ai trouvé du coup, parce que c'était pas encore assez développé dans ma région et le club où je suis est plutôt bien structuré. Donc en ça, ça m'apporte l'équilibre que je cherchais. Sinon, après, pour le MMA, non. Après, des sujets qu'on n'a pas parlé, je crois que je t'avais parlé Ouais, de en l'association. privé, ouais, de l'association. Ouais. Mmh. Et Alors, justement, en fait, ce sujet-là m'intéresse aussi énormément, parce que quand on court pour soi, ça a quand même on en tire des bénéfices, perso, et puis, il y a une puissance, il y a une force, de la satisfaction personnelle d'avoir atteint un objectif. Mais quand on le fait pour une association, tout ça, c'est un petit peu décuplé et on s'extirpe un peu de ça, mais on est encore plus gratifié, du résultat. bah, c'est ça. Comment est-ce que toi, tu as fait cette, transition? Pourquoi cette association? Est-ce que tu peux nous en parler? Ah, Heu, volontiers, volontiers. Bah, en fait, par mon métier, dans mon ancienne pharmacie, et quand j'ai arrêté de fumer et que je me suis mis à la course à pied, je m'étais dit qu'un jour, si j'avais une, entre guillemets, petite image et notoriété, je voudrais la faire profiter à quelqu'un ou à plusieurs personnes ou au plus grand nombre. J'ai une phrase qui dit souvent, je dis, et que ce soit sur les réseaux et dans mes posts, je dis toujours pour lui, elle au pluriel, et tous ceux qui ne le peuvent pas. Ça, c'est un peu mon leitmotiv. Du coup, j'ai rencontré Alexis en tant que patient, et c'est un enfant qui est polyhandicapé moteur et mental. Et puis je m'étais dit, bah, va pas chercher plus loin, c'est une petite association, c'est pour une personne, ça aide les parents, tu les connais, bah, entre en contact avec, on a discuté et maintenant je fais partie de l'association et qui s'appelle Le Sourire d'Alexis. Et bah du coup, tout ce qu'on peut faire en tant que sportif dans la team sportive, parce que je suis pas tout seul, bah par exemple porter un t-shirt l'année dernière au marathon de Tours, ça a rapporté 700 € à l'association. Juste parce que quelqu'un nous a vu franchir la ligne d'arrivée, s'est intéressé à l'association, travaillé pour une assurance, a monté un dossier et on a récolté 500 ou 1000 €. Donc je me dis que ça change rien. Moi, je dois porter un t-shirt pour courir, donc pourquoi pas le faire pour quelqu'un. Et puis, bah, petite histoire personnelle en parallèle, comme t'aimes bien les parallèles, j'ai j'ai une nièce qui est très très malade et qui sera malade toute sa vie et mon frère ne veut pas la mettre en avant. Donc c'est aussi un combat dans l'ombre
Ne serait-ce que représenter Alexis me permet aussi de me battre pour elle, et un jour, j'obtiendrai ce que je veux obtenir pour elle. Et voilà. Et puis, le petit Alexis, ses parents, en fait, l'histoire m'a touché, et comme je fonctionne aussi pas mal à l'affectif, je me suis dit, pourquoi pas les aider, en prêtant entre guillemets mon image, en parlant sur les réseaux, en partageant. D'ailleurs, on en est là aussi, un peu en parlant ensemble, grâce à ça aussi. Et apporter de l'aide permet d'apporter un confort de vie, parce que quand on part avec un enfant qui a bientôt maintenant 18 ans, qui est polyhandicapé de naissance, où le moindre chose, moindre surcoût est payant. Et ce qui m'a fait dire banco, entre guillemets, il y a quelques années à cette association-là, ne serait-ce qu'installer un rail pour le déplacer dans sa chambre, c'est 19 000 euros, non pris en charge. 19 000 euros. Oui, juste pour les rails. Et il a 18 ans, il a des couches, enfin, je vous explique pas un polyhandicap. Je me suis dit, on essaye de faire quelque chose, quoi, même si c'est vendre des t-shirts, rapporter de l'argent, comme l'exemple de la course. Et puis faire, ne serait-ce que faire parler et faire connaître l'association peut, au fil des contacts, apporter telle ou telle aide, ou telle, même une médiatisation, par exemple, pour faire parler de l'association, qu'on s'y intéresse un peu plus. Les parents, ils ont été obligés de se débrouiller par eux-mêmes, et à force d'années et d'années, ont permis ils se sont formés eux-mêmes, ils ont même formé des gens, et ils ont monté des dossiers MDPH, ils ont monté des dossiers d'aide, ils ont réussi à faire reconnaître certaines choses par la Sécu, mais à force d'années et d'années de travail. C'est-à-dire, c'est une maman qui est 24 heures sur 24 à s'occuper de son fils. C'est un papa qui a travaillé d'arrache-pied à la maison pour installer tout ce qu'il faut installer, et encore, c'est jamais fini, et au travail pour rapporter l'argent, un minimum, et ça suffisait pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont créé l'association, pour récolter des fonds et subvenir à ce qui n'était pas pris en charge. Et puis, pendant qu'on en parle, parce que c'est important, le papa a été licencié parce que, avec le Covid, il a été obligé de rester chez lui, parce que pour Alexis, le Covid, c'est toute la vie. Faut éviter les infections, faut éviter trop le contact, le masque et tous les gestes barrières qu'il faut qu'on fasse quand il y a virus, et eux, c'est tout le temps. Donc, et je me dis, pourquoi pas aider, parce que je le fais pour moi, parce que c'est gratifiant pour moi. Si j'obtiens des choses pour moi, j'en fais profiter aussi l'association. Et puis je me dis que le combat que je mène là est l'objectif de ma vie. Si un jour je l'atteins, je sais que je pourrais éventuellement les aider encore plus, que ce soit Alexis ou ma nièce, parce que ma nièce, c'est un problème de naissance génétique, et Alexis, c'est un problème de lysencéphalie, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes à la naissance au niveau du cerveau, et qui fait qu'il est polyhandicapé, encore une fois, moteur et mental. Voilà, en gros, parce que je pourrais en parler des heures, mais si les gens écoutent et veulent d'autres renseignements, et qu'on parle de l'association, ils sauront me trouver, et ils sauront passer par toi pour me trouver. Alors, tu as parlé de ton objectif de vie. Ah, sportif, ouais. C'est quoi ? Après, ça peut paraître con pour beaucoup de personnes. Je vais pas le citer, mais les gens pourront facilement deviner. Pour moi, qui est à la base, c'est moi encore. J'étais très ville, pas sport, mais pas course à pied. J'avais pas besoin du grand air, moi. J'étais très ville, très tout ça. Et maintenant, c'est tout l'inverse. Si je pouvais vivre à la montagne, entre terre et mer, vivre au grand air, pieds nus, etc., faire du sport toute la journée, partir en trail tout le temps, en vadrouille, etc. J'ai besoin et une envie et un rêve d'aventure qui allie sport et aventure humaine et aventure de survie.
c'est quelque chose qui passe éventuellement à la télé, on va dire, et éventuellement sur TF1, mais on ne le citera pas parce que j'ai pas envie non plus. Si jamais ils écoutent le podcast, Bah, Denis nous écoute tous les jours. oui, bah voilà. Mais tu vois, par exemple, bon, Denis, ça va encore, mais si on parle des patrons, on va dire, je veux pas manger ma chance, on va dire. Mais ça et comme tout le reste, si jamais un jour j'ai accès, c'est gagner et gagner l'argent qui va avec pour le redonner en fait, pour en faire profiter ma famille, bien sûr. Hein. J'ai une vie et je suis pas que altruiste, hein, mais pour en faire profiter l'association, Alexis, ses parents et ma nièce et tous ceux que je pourrais aider, sans oublier ma famille, bien sûr. C'est marrant cette attirance pour cette émission et de plus en plus j'en entends parler dans mon entourage. Ouais, mais c'est pas l'émission en elle-même, les caméras, je m'en fous. Mais si t'enlèves les caméras, il y a, je le fais pas je le ferai pas que pour ça, bien au contraire. Mais c'est un paramètre qui n'est pas négligeable et faut arrêter de se leurrer, c'est faux, quoi. Au départ, je disais, bah non, mais si, faut pas se leurrer. L'argent, il y aurait pas, tu le fais en off, tu peux le faire, ça, y a pas de problème. Mais c'est à toi que ça coûte de l'argent. Et à l'heure actuelle, c'est pas possible pour moi. Si on me donne ma chance et que j'y vais, bah, je ferai tout pour gagner. Parce qu'il y a de l'argent au bout et parce que bah, c'est pas moi qui paye pour y aller. J'allais dire, on m'embauche, entre guillemets. J'adore cette honnêteté intellectuelle que tu as. Bah, je l'ai pas eu tout le temps, hein, mais ça fait depuis le août 2001, depuis la toute première, que j'ai dit c'est ça, c'est ça. Et pourtant, j'avais que 17 ou 18 ans. Et j'avais pas fait mon chemin de vie personnel. Et je m'étais dit, en enfant ou début d'adulte raisonné, bah tu fais ta vie d'abord, tu as un travail, tu finis tes études, tu te poses, etc., etc. Et puis après, tu verras. C'est ce que j'ai fait. Et après, je regrette pas. Mais si j'avais su, j'aurais même pas écouté mes parents. Oh, mais non. Bah, et peut-être aussi par défi, hein, pour mes parents. Mais non, mais de toute façon, tu tiendras que 3 jours, etc., etc. Sauf que maintenant, ils commencent à changer d'avis. Mais voilà, après, ça peut paraître bête pour beaucoup, mais pour moi, ça, c'est l'aventure de ma vie. Après, je minimise pas du tout le fait que si je fais un jour la diagonale, comme on a dit tout à l'heure, ou le marathon de New York ou autre, hein. Je minimise, pardon, absolument rien du tout. Juste, bah, c'est le rêve de début d'adulte qui me tient à cœur, quoi. Ne serait-ce que pour moi personnellement, vivre l'aventure humaine, confronter aux autres au niveau caractère, la patience et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en chier niveau bouffe, parce que ça, moi, c'est un péché mignon, le manger. Et puis le côté sportif. Eh ben écoute, on se croisera peut-être là-bas parce que j'ai un copain qui m'a inscrit, tu vois. C'est excellent ça. Moi, j'ai jamais regardé, tu vois, l'émission. J'ai pas la télé chez moi. Tu sais que ça peut être un point positif pour les. Bah, après, c'est même pas moi qui m'a inscrit. Il m'a dit ça il y a quelques semaines. Il m'a dit, au fait, je t'ai inscrit à Koh-Lanta. Je dis, mais j'ai pas 50 jours moi devant moi pour aller là-bas. Hein. J'ai pas ça. Ouais, mais quand on me dit oui, avec une petite fille qui a pas 2 ans, partir 2 mois de la maison. Ouais, je comprends. J'aurais du mal quand même. Ouais, je comprends bien, mais ça pourrait être c'est comme je dis, hein, ça peut être ton moteur aussi. Ta faiblesse est ton moteur. Peut-être. Non, mais le délire est cool, hein. Le délire est cool, c'est clair. Bon, ok, ça marche. Trop bien. Bah écoute, Jérôme, est-ce qu'il y a quelque chose, on arrive bientôt à 1 heure d'échange et sais-tu que tu vois, vos épisodes sortiront forcément à un petit peu d'écart, mais moi je vais enchaîner. Juste après toi, j'enregistre avec Beignat Marmissol. Pour la 2e fois, il va passer sur le podcast. Donc, c'est bien, c'est que ton podcast fonctionne et donne envie. C'est bien. C'est devenu un ami maintenant, Beignat. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour peut-être clôturer notre échange? Bah là, comme ça, non. Si les gens
entendent. Il faut juste qu'ils me disent oui. Pardon. Mais sinon, non, à part avoir parlé de moi et surtout l'association, comme je vais répéter le sourire d'Alexis, si les gens veulent en parler, prendre des renseignements, je suis là, et puis tu peux donner mon contact sans souci. Et j'espère juste que de ma petite expérience, certaines personnes pourraient se reconnaître et que ça les aide, que ce soit associatif, sportif ou personnel, d'enfant à adulte, le chemin de vie, la formation de vie. J'espère que les gens pourraient se reconnaître dans mon portrait, en fait, et dans notre échange. Mais sinon, non. Eh ben écoute, j'en suis convaincu que ton histoire va parler à plus d'un. En tout cas, c'était une histoire en toute honnêteté, en toute franchise, en toute humanité qui ressemble à mon avis beaucoup d'autres. Et si, chers auditeurs, vous reconnaissez quelqu'un dans la description de Jérôme, n'hésitez pas à lui partager cet épisode. Ah oui, sans problème. Et puis je suis ouvert aux échanges, donc il n'y a pas de problème. Trop bien. Eh ben écoute, merci encore une fois, Jérôme, et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.